Alors, c'est quand tu veux. On y peut y aller, ouais. Allons-y. Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 109. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Eh bien, qu'est-ce que tu nous racontes, Stéphane? Beaucoup de choses. Tu sais que notamment les houblons font l'objet de tendances, de modes et de nouveautés. Il y a des gens qui travaillent pour inventer des nouveaux houblons. Ah bon? Et là, par exemple, j'aimerais parler d'un houblon anglais, le Jester, qui est un petit peu ce que les brasseurs en ce moment essaient d'avoir, parce que c'est pas tout le monde qui peut en avoir, tu vois, qui apporterait donc une touche tropicale, fruitée, pamplemousse, litchi, cassis. Oh. Ce qu'on avait vu la dernière fois, les limites un petit peu du Fuggle. Tu te rappelles, j'avais parlé de ce houblon. Donc là, c'est plutôt récent. Et puis également, il y a Simon, encore et toujours, qui chronique une bière. Et il se demande si cette bière n'a pas du Sabro, qui semblerait être nouveau houblon, qui apporte des touches citronnées, des touches terreuses, zeste d'orange. C'était en dégustant une bière de la brasserie Overton, Yaldi à Glasgow, qui a quand même une très bonne réputation. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent en amont pour faire des houblons, et certains, si certains disparaissent, certains sont tendances, certains brasseurs veulent justement ces houblons qui sont un petit peu recherchés. Alors le Sabro, il fait en Californie, lui, hein. C'est un houblon américain, alors que le Jester, c'est un houblon anglais. Ah bah c'est bien parce que ça va un petit peu changer la donne, parce qu'en général la plupart des houblons viennent, je crois, si j'écoute, de temps en temps j'écoute des podcasts bière et j'entends des brasseurs qui interviennent et qui disent que évidemment la plupart des houblons qu'ils utilisent viennent de Californie et je crois d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, quelque chose comme ça, et très peu d'Europe en fait. Je crois qu'en Alsace il y a des houblons qui sont faits là-bas, mais la plupart évidemment c'est aux États-Unis et je crois comme je viens de le dire, je crois que c'est en Australie. Donc c'est bien qu'ils développent un petit peu ça en Europe et qu'ils trouvent des variétés qui sont un petit peu différentes pour faire des bières typiques de là-bas. C'est pas mal. C'est là que je vois en fait qu'on est nuls, nous, qu'on en connaît, sur les doigts d'une main, 3 ou 4 des houblons. Et à chaque fois que je vois des noms de houblons, je dis mais ça je connais pas du tout. Enfin, donc je pense qu'il va falloir qu'on commence à s'y intéresser et à se documenter et un petit peu à voir. C'est un jeu qu'on a commencé il y a pas longtemps, c'est-à-dire de regarder les variétés de houblon des bières qu'on déguste, et puis d'essayer un petit peu d'anticiper les goûts qu'il va y avoir dedans. Donc je pense qu'on pourrait commencer à faire ça, commencer à peut-être à prendre des notes et à apprendre un petit peu tout ce langage. Bon, c'est un petit peu, j'allais dire vin, non, mais on fait pas de brassage nous, donc c'est juste du côté de la dégustation, mais pourquoi pas? Moi, j'ai envie de commencer un petit peu à savoir m'y retrouver. Alors, évidemment, sorti des Citra et des Mosaïques et des machins qui sont vraiment les Big Mac et du houblon, tout le monde connaît. Mais tu sais, c'est un petit peu comme un pilote automobile qui s'intéresserait à la mécanique, quoi. À un moment donné, c'est important de savoir ce qu'il y a sous le capot, quoi. C'est vrai, absolument. Je trouve que c'est une bonne idée. Je voudrais aussi citer JM sur Twitter, qui a partagé avec nous l'autre jour une photo. Il boit de la Miller Genuine Draft, donc MGD. MGD, c'est une bière qui existait aux États-Unis dans les années 80-90, et que moi je ne vois plus du tout. Ça fait partie de la gamme de Miller. Eh bien, ça se trouve en France, figure-toi, et elle est faite par une brasserie tchèque. Ah bon?
Ah oui, alors j'ai trouvé ça incongru et assez intéressant. Alors lui, il mettait du citron vert dedans. Bon, je ne sais pas. Ça avait pas l'air fantastique non plus. Hein. Ça avait l'air d'une bière de soif lager type US quoi. Bon. Je sais qu'elle est distribuée, mais pas en Louisiane. Enfin, pas en tout cas, je ne l'ai jamais vue. Non. Je sais pour avoir vu certaines personnes la chroniquer, mais c'est une bière qui n'est pas distribuée en Louisiane, en tout cas, ou qui n'est plus distribuée en Louisiane. Non, parce que ça m'aurait attiré l'œil, puisque c'est la bière que boit Christian Slater dans la première scène de mon film préféré, True Romance. Et si je la voyais dans un magasin, ça m'attirait l'œil. Et honnêtement, je l'achèterais rien que pour ça, tout en sachant bien que ça se cassera pas trois pattes à un canard, mais pourquoi pas, c'est vraiment pour le délire, pour le coup. Ouais. Alors, j'avais une autre brève, Stéphane. Carlsberg est en train de travailler sur une bouteille à base de plantes qui se dégradent au bout d'un an, si tu la laisses dans la nature. Je trouve ça très sympa. Bon, elle est un peu moche, hein, mais bon, hein, c'est comme ça. Et ils ont sorti un prototype, donc ils ont posté une photo et ils comptent la lancer en 2023. Je trouve ça être une bonne initiative. Alors, c'est pas joli, mais bon, voilà, c'est très bien pour l'environnement. Je sais qu'ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient essayé autre chose déjà aussi, qui allait dans la protection de l'environnement dernièrement. Je me rappelle plus ce qu'ils avaient essayé de faire, mais ça allait un petit peu dans ce sens. Bon, mais tant mieux, parce que c'est quand même, ils en vendent des bouteilles, donc oui. Éviter de les trouver dans la nature. Sinon, sur le site Topito, le site Topito, ils expliquent quelles sont les 10 meilleures bières bretonnes. Alors, si vous êtes breton, si vous êtes bretonnant, si vous avez vécu en Bretagne, si vous passez par la Bretagne. Si vous êtes bigoudin comme Rhône. Voilà, si vous êtes bigoudin, quoi qu'il en soit, si vous avez bu une de ces bières, eh bien, dites-nous-le, parce que je crois que je n'en connais aucune. Par exemple, il parle, la 10e serait la Pilote en mousse. La 9e, la Flemme, qui serait une IPA. La 8e, j'aime beaucoup le nom, la Cactacuisse, une bière au lait noir. La 7e, la Saint-Erwan de Noël, soyons précis. La 6e, l'IPA de la brasserie Nautil. La 5e, je crois que je connais, la Terrenaise Blanche. Je crois que je connais. C'est peut-être la seule que je connais de toute la liste. La 4e, la Follette Blonde. La 3e, la Riboule, ambrée 5 degrés. La 2e, la Mutine, bière ambrée. Et la première, la gamme 56, au blé noir, touche de chocolat, de framboise, une Brown Ale. Oh. Donc, si vous avez bu une de ces bières, vous pouvez rembobiner pour écouter ce que je viens de dire. Oui, c'est possible grâce au podcast, oui. Voilà, sur votre magnétoscope. Et si vous avez déjà bu une de ces bières, eh bien, faites-nous le savoir. Ou si vous produisez une de ces bières, eh bien, envoyez-la nous. Ah oui. Louisiane. Nous la chroniquerons, car nous n'avons jamais chroniqué de bière bretonne. Non, moi j'en ai bu une ou deux qui étaient d'ailleurs très bonnes. Je ne me souviens plus du nom, mais si je voyais le visuel, je le reconnaîtrais, je pense. Et effectivement, il y a des très bonnes bières là-bas. Ce que j'aime bien, c'est que les noms sont du terroir aussi. J'imagine que les bières sont pareilles, du terroir aussi. Ouais. C'est une bonne inspiration. Au lieu d'appeler ça, là, je sais pas moi, ICU, IPA, tu vois. Voilà. Ouais. Je trouve ça bien qu'ils n'essayent pas de refaire l'Amérique. C'est bien. Non. En parlant de ça, je peux translater sur un auditeur qui s'appelle I Hate John, avec qui on discute souvent sur Twitter, en message personnel et en publication publique. Il est allé chez Gallia pour s'approvisionner en bière. Je crois que c'était aujourd'hui. Et ils étaient en rupture de stock de la East IPA, figure-toi, leur New England IPA qu'on avait goûté dans l'épisode, qu'on avait beaucoup aimé. Ils n'arrivent plus à suivre la demande. Alors je crois que ça y est, la tendance arrive en France. Les Hazy IPA. Alors je vois de plus en plus de gens sur les réseaux qui en boivent des Hazy IPA dans l'Hexagone. Et vraiment, on part encore se chanter nos propres louanges, mais c'est quelque chose qu'on a vu venir de très très loin. Et donc, je réitère ce qu'on disait la dernière fois. Si vous voulez un petit peu voir les tendances qui vont arriver chez vous dans un an ou deux, eh bien, écoutez l'émission parce que on a, aux États-Unis ici, forcément sur ce plan-là, on a un an ou deux d'avance. Ce qui est marrant, c'est que la mode vestimentaire, c'est l'inverse. En Europe, ça arrive avant aux États-Unis. Il y a
Il y a des espèces de tampons temporels comme ça, 1 an ou 2 avant que ça arrive. Voilà, donc New England IPA de chez Gallia qui part complètement en 2 minutes. Ils n'arrivent plus à suivre et c'est normal. Et ça me fait très plaisir d'ailleurs que ce type de bière arrive en France parce que c'est vraiment, on en parle tout le temps, hein, on va pas se répéter, mais c'est super frais, c'est super sympathique et vraiment c'est vraiment un style qui est très sympathique. Et à partir du moment où on y a goûté, on y revient quasiment tout le temps. On devrait également se lancer dans l'exportation de bière parce que on sait ce qui se fait ici et on sait ce qui pourrait être apprécié en France également. Ah, complètement. Lorsque je parle souvent de la bière Habitat, la 3090, je crois que c'est ça, ou la 3090, que je disais que ça sur une terrasse l'été en France, ça ferait un carton parce que ça plairait à un public large. Je pense que dans ce sens-là, ça marcherait. En revanche, des bières de France qui auraient du succès aux États-Unis, ça serait beaucoup plus complexe parce que leur culture est différente, leur palais est différent. Même beaucoup de gens sont d'origine allemande et on peut se le dire, beaucoup de lagers allemandes, même exquises, prennent la poussière. Ouais. Donc oui, parce que dans ce créneau-là, les gens qui aiment ce type de goût, ils boivent de la Budweiser, ils boivent de ces choses comme ça. Exactement. La Bud Light. Les seuls qui ont vraiment percé le marché, c'était tout ce qui était bière trappiste, bière belge, qui sont de plus en plus imitées. Oui. Après, il peut tomber des fois des lagers complètement par hasard, mais ça reste très particulier, ça reste très marginal. Bon, il y a évidemment la force de frappe de Stella Artois, de Heineken, mais ça reste marginal. De toute façon, c'est après les macro compagnies américaines. Il y a quand même la Urquell qui tire son épine du jeu parce qu'on la voit partout, hein. Oui, alors ça c'est absolument incroyable. C'est pour moi une des meilleures bières au monde, tout simplement, dans le style. Et elle tire très bien. Mais il faut savoir qu'en République tchèque, cette bière est considérée comme un trésor national. Donc, certes, ils sont distribués, je pense, par Heineken, mais tu joues pas, tu joues pas au con avec cette bière, quoi, parce que c'est ça et leur Skoda. Ils vont pas nous faire un coup Schlitz. Non, voilà, et c'est vrai, en plus, elle est vendue à un prix tout à fait honorable, c'est-à-dire moins de $10 le pack de 6, très souvent même $8 et quelques, moins de $9, quoi. Donc c'est très abordable. C'est très abordable, oui. Eh je pense que ça serait un bon moment pour passer à la bière de la semaine. Qu'est-ce que t'en dis, Stéphane? La bière de la semaine. Alors Stéphane, c'est toi qui va nous parler de la bière de la semaine cette semaine. Eh oui, c'est une bière, nous connûmes il y a fort longtemps, elle n'a pas changé, moi non plus, si ce n'est quelques cheveux gris, m'a-t-elle dit. Et bon, ce qui est extraordinaire avec cette bière, c'est je pense l'avoir découverte quand même aux États-Unis, et pas en Europe, même si je pense qu'elle doit être distribuée en Europe. C'est que je l'avais trouvée exquise. 4 ou 5 ans après, j'en ai rebu, c'était remarquable. Et là, je me suis dit, on va en parler. Donc, évidemment, avant de chroniquer celle-là, j'en ai bu encore. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Cette bière ne vieillit pas, ne change pas. Comme moi, d'ailleurs. Tiens, c'est marrant parce qu'on doit être dans le même mood en ce moment, pour utiliser un bon mot français. Je me suis racheté de la fin du monde. Eh oui, ben voilà. C'est marrant, donc c'est le moment de le dire, c'est une bière québécoise. Voilà, peut-être que nous avons des envies de Grand Nord là. Peut-être. Et bon, évidemment, nos collègues québécois qui nous écoutent connaissent cette bière parce que c'est un grand classique. Il s'agit de la Saint-Ambroise. Saint-Ambroise, bière noire à l'avoine, Oatmeal Stout. Wow. Et ce que je ne savais pas, de la brasserie donc Mac Osland. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette brasserie était se veut en tout cas la plus ancienne microbrasserie québécoise. Ah bon? Donc les 6 à Montréal, ils ont commencé à brasser en février 1989
Et la bière que nous allons boire, je n'ai pas sa date de naissance, mais je sais qu'en 1994, elle a reçu la médaille de platine aux championnats mondiaux de la bière. Donc, c'est pour dire qu'elle est sur le marché depuis pas mal de temps. C'est pas une nouveauté, mais c'est une valeur sûre, c'est une valeur robuste, et j'adore cette bière. Si vous la croisez en France, je crois bien qu'elle est importée. Si vous la voyez en France, n'hésitez pas une seule seconde. Elle n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Ça c'est le type d'événement sportif qui me plaît, ça, les championnats mondiaux de la bière. Ça, oui, voilà, ça. Alors ça, oui. Ça plaît beaucoup, surtout la médaille de platine, là. Alors, l'amertume ressentie serait de 45. Ah oui, quand même. Ouais, c'est assez équilibré. Les houblons, évidemment, Cascade, Cascade, qui apporte des touches d'agrumes. Golding, et un autre que je ne connaissais pas, une fois de plus, qui s'appelle Willamette, qui apporte... Mais alors, c'est une bonne question, ça. Voilà, qu'est-ce que le Willamette? Qu'est-ce que le Willamette? En plus, je suis pas sûr de la prononciation, mais comme là, on est sur le bilinguisme, je peux le prononcer à la française. Ça apporte des touches herbeuses, florales, fruitées. Et ce qui est intéressant, parce que là, en ce moment, on est carrément sous le capot des voitures, c'est une variété du Fuggle anglais, dont je parlais en introduction, ce qui est assez logique, parce qu'il faut se rappeler que bon, le Canada fait partie du Commonwealth, donc il y a quand même parfois des échanges culturels, économiques, donc il y a une influence anglaise. Ben oui, à un moment donné, c'est du domaine du possible. Mm-hmm. Voilà, donc je propose que nous les ouvrions. Mais tout à fait. Vas-y en premier, comme d'habitude. Voilà, alors elle existerait également en canette. Je ne l'ai jamais vue en canette ici. Je l'ai toujours vue en bouteille. Ça me désole un peu parfois, car j'ai l'impression que cette bière prend la poussière aussi, trop souvent, tu vois, dans les magasins. Alors que bon, et les gens te diront, ah oui, c'est vrai qu'elle est bonne. Oui, mais ils l'achètent pas, alors. Oui, ils l'achètent pas en assez grande quantité. Voilà, je viens d'enlever. Et maintenant, nous allons écouter. De là, je sens son nez que j'aime beaucoup. Ok. Oh là. Oh. À 50 cm, je sens son nez. Je te laisse la tienne. Tu veux verser la tienne également? Oui. Je trouve que l'étiquette est très sobre. Oui. Elle est noire et blanche avec du rouge, c'est tout. Il y a pas de chichi. Alors allons-y pour l'ASC bière. Oh, qu'elle est belle. Oui. Ouh, qu'elle sent bon. Oui. Ouh, c'est alcool. Alors, elle fait combien de degrés, tu nous as pas dit? Elle fait 5 degrés. 5 degrés. Ah bon? Parce que moi, au nez, je sentais l'alcool déjà. Je me suis dit, aïe, 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 ça va être du 8-9. Ouais, il y a un nez d'alcool, mais elle ne fait que 5 degrés. Alors, bon, évidemment, la mousse couleur mocha. Oui. Onctueuse. Onctueuse. La bière elle-même est très sombre, mais je dirais pas noire, je dirais café, voilà, couleur café. Oui, elle a même des reflets rouges. Elle a même absolument rubis, ouais. Donc la couleur définitivement rubis, oui, voilà, c'est rubis foncé bien évidemment. Et un nez qui est, comme tu l'as dit, absolument exceptionnel. Donc on sent un nez d'alcool, mais d'alcool très noble. Ouh. Absolument, oui. Cette bière est une de mes préférées, on va pas se mentir, c'est une valeur sûre. Fruits cuits. Fruits cuits complètement, pruneaux. Oui. Carrément. Pruneaux à l'eau de vie, tu sais. Oui, tu sais les pruneaux à l'eau de vie. Exactement. Donc elle a ce côté effectivement fruits cuits, café, chocolat, bien sûr. mocha. Oh là là, laiteux, tu sais, grâce à l'avoine, tu vois, ça qui... Oui. Oh, ça va être doux. Il y a de l'avoine. Voilà, c'est... Et en même temps, il y a pour la connaître, une belle robustesse. Enfin, tu n'es pas en train de boire un verre de lait, quoi. Hein. On sent les céréales, oui, effectivement. Donc, plongeons avec bonheur.
Ah oui, elle a du caractère. Elle ressemble pas aux autres. Non. Il y a un côté presque fût de Bourbon. Pas tout à fait Bourbon, mais fût de quelque chose. Il y a un côté boisé. Qui apporte une amertume, qui apporte une robustesse. Oui. Voilà, vraiment, si on devait qualifier cette bière, c'est une bière qui fait preuve de robustesse. Et également, je sais pas si tu sens en fond de palais, en fond sur la langue, qui reste un goût de confiserie. Tu sais, ces réglisses aux fruits rouges, là, tu vois. Oui. Je crois qu'il y a ce type de bonbon également ici, où tu as une sorte de fruit rouge que j'aurais du mal à identifier, et à l'intérieur de ce bonbon, enfin, tu as un ruban de réglisse. Et quand je bois cette bière, ça me rappelle ce type de bonbon. C'est les bonbons anglais, ça, non? Ouais, c'est bonbons, pour faire très simple, réglisse et fruits rouges, mais fruits rouges, évidemment, fruits rouges de bonbons, quoi, voilà, de fraises, voilà, bon, sans aller dans la fraise tagada et tout ça, mais c'est un petit peu ça, de toute manière. Donc, c'est une bière très, très typique. Je la trouve aqueuse. Je la trouve pas du tout onctueuse. Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez onctueux. Mm-hmm. Mais bon, pour du 5 degrés, c'est évidemment un stout à 5 degrés. Ce serait plutôt porteur, même, hein. Tu trouves pas que ça serait plutôt, ouais, alors, ce qui est amusant, c'est que le degré d'alcool pourrait plutôt la faire glisser du côté des porteurs, parce qu'elle est pas très forte, bon, même si on sait que, mais là, je trouve la consistance, quand même, la robustesse, tu as l'impression de boire une bière qui a beaucoup plus de degrés alcooliques oui. que ça. Complètement. Alors que, bon, elle ne fait, me semble-t-il, que 5 degrés. Bon, je peux vérifier, parce que c'est vrai que ça paraît étonnant. Parce que c'est une bière qui a qui a du corps, qui est robuste, quoi. Je ne sais pas trouver. Qui a du caractère, oui. Du caractère, voilà. Non, elle a vraiment du caractère, hein. Je la trouve très très bonne. C'est une bière dans ce style-là, c'est assez exceptionnel. Je me verrais bien en boire une deuxième, une troisième et passer une soirée avec. Oui, exactement. Et puis je la trouve tout terrain, là, également. En été, mais également l'hiver. Pour moi, c'est un grand classique. Ah, c'est une découverte pour moi, c'est une belle découverte. Alors c'est amusant, tu sais, sur les sites de bière, très souvent ils te demandent de rentrer ta date de naissance. Oui. Alors tu as des sites qui sont plus ou moins exclusifs, c'est-à-dire il y en a, bon, est-ce que vous avez, ça c'est surtout en Europe, est-ce que vous avez plus de 18 ans? Bon, voilà, tu tapes oui, tu peux rentrer sur leur site, et puis il y en a qui te demandent véritablement beaucoup plus que ça, ton âge et compagnie. Et un jour, je ne sais plus pour quelle bière c'est, mais ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'ai retrouvé un message de cette brasserie, de ce site, qui est venu dans mes pourriels. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai marqué, ou peut-être je l'ai fait exprès parce qu'il m'énervait, j'ai marqué que j'avais 145 ans. Bon, et ça a passé, le truc s'est ouvert, 145 ouais, bien ans. Sûr, c'était voilà. L'ordinateur, donc l'ordinateur c'est un robot, du ok. Ce que je ne savais pas, si j'avais tapé une date complètement au hasard, c'est qu'un jour je reçois dans mes pourriels, joyeux 146e anniversaire! Ça c'est drôle ça. Profitez de nos promotions! Vous avez 146 ans aujourd'hui! C'est le moment! J'ai dit oui, des fois on peut s'amuser de rien. C'est magnifique ça. Joyeux 146e anniversaire. Ça fait de moi le buveur de bière le plus âgé de la planète. Ah ça c'est sûr. Vraiment pruneau. Et je le répète, un goût de bois, Exact, c'est ça. Oui, bien sûr. Tu le sens? Oui, complètement. Tous les goûts que je sens là-dedans, c'est effectivement fruits cuits, pruneau, dominante pruneau. Effectivement, comme s'il avait été mis en fût, donc il y a vraiment un goût de bois très noble derrière. Et après, en touche seconde, café, chocolat, mocha, et en troisième touche, confiserie, c'est-à-dire réglisse, fruits rouges. Qui serait peut-être dû, alors, dans ce cas-là, à la Willamette, que nous saluons. Mais je trouve que pour le taux d'alcool qu'elle a, elle est très complexe. Oui, ouais. Parce que c'est rare qu'une bière à 5 degrés soit aussi complexe. Ouais, j'ai dû vérifier, m'y prendre 2 fois pour être bien sûr que c'était une bière à 5 degrés. Donc, je suis retourné sur le site. J'ai double-checké, comme on dit à Paris. T'as fait un soft reboot sur le double-check? J'ai double-checké. T'as focusé sur le double check?
Voilà. Ah, c'était pas un prank alors. Non. La bière ne t'a pas pranké alors. Voilà, elle m'a pas pranké. Hein. D'accord, ok. Parce que c'est un verbe français maintenant. Pranker. Évidemment. Bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot français canular, hein, tout simplement. Mais c'est pas tendance canular. Et c'est prank, c'est beaucoup mieux. Alors, c'est très très bon ça, Stéphane. Est-ce qu'on va voir Onus? Parce que là, bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. Elle est magnifique, elle est vive, elle est complexe. Comme je dis, c'est une vieille histoire d'amour. Hein. Donc, 17. Ouais, je suis d'accord. J'allais dire ça aussi. 17, solide comme cette bière qui est solide. Absolument. Gros plaisir. Et ça, je le répète, je me vois bien dans un pub et en boire plusieurs d'affilée. Parce qu'en plus, 5 degrés, ça va pas te mettre la tête à l'envers. Oui. Et surtout, si vous la trouvez, bien n'hésitez pas, parce que c'est une bière qui ne change pas. Ils n'ont rien changé en qualité depuis 1994. Et puis alors, vous la repérez très facilement parce que l'étiquette est vraiment attrape l'œil. C'est noir et blanc avec un cercle rouge Saint-Ambroise avec une espèce de dragon au milieu. C'est vraiment, ça attire l'œil, on la voit de très très loin. Ouais. Vraiment, on vous la conseille. En parlant de conseils, est-ce que ce serait le moment du conseil de voyage? Il faudrait allez. Quand même un petit peu. Ah, allez, c'est parti. Alors avant de passer au conseil de voyage, je voudrais dire que vraiment cette bière laisse une amertume en bouche qui est vraiment très appréciable, que je trouve très agréable. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, elle a un côté chaleureux. Oui. On aime bien sa conversation. On la trouve sympathique. Dès qu'on prend langue, on la trouve sympathique. Très bien, le conseil de voyage m'a été inspiré par un podcast dont j'ai parlé l'autre jour, Channel Random. Et j'en ai parlé, je crois, dans l'épisode précédent ou celui d'avant, je ne me souviens plus. Et cet épisode de Channel Random parlait des théories du complot. Évidemment, ils ont cité les francs-maçons, forcément. Et en France, ça m'a fait réaliser que en France, les francs-maçons sont une société absolument secrète. Alors, tu peux connaître quelqu'un toute ta vie sans savoir qu'il est franc-maçon, par exemple. Oui. Ils te le diront jamais. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Les endroits où ils se rassemblent, par exemple, arborent le symbole des francs-maçons sur la façade. Ça se voit très facilement. C'est le gros symbole. Ils ont des autocollants sur leur voiture avec le symbole des francs-maçons, etc. Et moi, j'ai des gens que je connais dont je sais qu'ils sont francs-maçons. Ils s'en cachent pas, ils t'en parlent. Ils ont genre une bague, machin. Et c'est pas du tout comme en France où c'est complètement secret. Ouais. Et ici, je te dis, ils ont l'autocollant sur la voiture. Voilà, ça va quoi. Ils se cachent pas. Oui, c'est vrai, c'est totalement différent. Ouais, je sais où est la loge maçonnique en bas du bayou. J'y passais tous les jours devant. Enfin, oui, c'est pas. Je suis passé devant celle de Houma l'autre jour en allant faire des courses. Tout le monde le sait. Pour un Européen, c'est assez incongru. Voilà. Je voulais juste te dire ça. Pour revenir à cette bière, je vois sur la bouteille des traces qui pourraient, si c'était une lager allemande, je te dirais qu'ils recyclent la bouteille et c'est la preuve du recyclage de la bouteille. Alors là, je suppose que c'est la même chose. Je pense pas que c'est parce que cette bière a pris la poussière, tu vois ce que je veux dire? Non, mais au Québec, ils sont très axés sur le recyclage des bouteilles. Donc je suppose que la trace qu'on voit, qui c'est une trace trop prononcée pour que ça soit de la poussière. D'ailleurs, c'est vraiment, je suppose que c'est lié au recyclage des bouteilles, voilà. Bon. Si tu regardes sur l'étiquette du haut, il y a marqué bouteille consignée lorsqu'il y a lieu. Ah, ben voilà. Tu regardes sur le côté. D'accord. Ah oui. D'accord, donc oui. C'est en anglais et en français, bien sûr, comme tout ce qui est canadien. Ouais, ça me paraît cohérent. Absolument. Alors, est-ce qu'on passerait au coup de cœur? Je t'invite à partager ton coup de cœur avec nous aujourd'hui. Alors, le coup de cœur est connu de nos auditeurs, mais pour la première fois, ils le verront nu sur Instagram. Comment? Mon verre à vin. Mon verre à vin. Mon verre à vin qui est un verre à dégustation absolument exquis pour les bières. Mais bon, encore, il faut que j'ai son accord pour le prendre en photo. Ça c'est pas donné, ça. Voilà. Et j'y réfléchissais la dernière fois, c'est-à-dire que lorsque je buvais du vin, je bois du vin dans ce verre-là, tout au fond du verre, il y a un dépôt de tanin qui peut, tu vois, le tanin va se déposer juste à ce niveau-là. Et avec la bière, non.
avec la bière, au lieu de se déposer, la bière, ça rebondit, ça rejaillit. C'est pour ça que chaque fois que comme la dernière fois, alors que je buvais une bière belge, une bière louisianaise, mais d'inspiration belge, tu avais justement ce geyser au fond du verre. C'est un verre absolument incroyable, où la bière est en vie, en mouvement. Et c'est presque plus un verre à bière qu'un verre à vin, en définitive. Bah, c'est marrant, oui, ça, ce verre, je le connais très très bien, parce que quand on faisait encore les épisodes dans la même pièce avant le confinement, ça faisait partie des verres que j'utilisais tout le temps. Et je me rappelle quand on avait bu la Duvel Citra Hop, il y avait une espèce de geyser absolument fantasmagorique qui émanait du fond du verre. Et ce qui me rappelle que j'ai un verre d'ailleurs qui m'a été offert par une amie du label Podcut, un verre Duvel, et au fond du verre, ils ont une espèce de machine qui fait le dé de Duvel d'une certaine façon que ça crée un geyser. C'est-à-dire que normalement c'est quelque chose qui est pas souhaité pour un verre qui est une espèce de défaut en fait du verre, mais celui-là est recherché et ça crée ce geyser au fond du verre. Donc c'est quelque chose qui est recherché par Duvel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, parce qu'en plus leur verre c'est un petit peu mais il est un petit peu similaire au verre dont nous parlons actuellement. C'est un verre tulipe. Alors le mien est beaucoup moins massif, beaucoup moins important que le verre Duvel, mais c'est dans cet esprit-là de toute manière. Et je me surprends parfois à boire des bières. Bon, c'est souvent des bières belges, des bières trappistes, des bières comme ça. Je n'irais pas boire une lager dans ce verre-là. Non. Ni même une stout. Non, ça Mais je suis chaque fois surpris, charmé. Donc là, attention, un scoop sur Instagram, il pose nu. Demain, il enlève le haut. D'ailleurs, ce verre Duvel dont je parlais, je l'ai utilisé hier pour boire une fin du monde, c'était parfait. Ouais. Ah oui. Et je conseille par exemple, alors, on n'est pas sponsorisé, hein, vraiment, ça serait bien si on l'était, mais on n'est pas sponsorisé. Ils les vendent, alors une période, je sais pas maintenant s'ils le font, mais avec un verre il y a une espèce de coffret avec 2 bouteilles et un verre au milieu, verre Duvel, et vraiment c'est un très très beau verre, je le conseille. Vraiment on dirait qu'on est sponsorisé par Duvel, mais malheureusement non, on en parle tout le temps, mais on n'a jamais rien dans le compte en banque, mais bon c'est pas grave. Au passage, est-ce que tu savais de l'actualité du podcast, il s'est passé un grand événement l'autre jour, Stéphane, est-ce que tu es au courant? Je crois que tu me l'as dit, oui, quelqu'un qui est le plus grand podcasteur américain. Joe Rogan. Voilà, et maintenant sur Spotify, c'est ça? Oui, exclusivement sur Spotify. Il a signé un contrat apparemment aux alentours de $100 millions pour n'être exclusivement que sur Spotify, c'est-à-dire que il sera plus sur YouTube, il sera plus sur Apple Podcast, il sera plus si vous pensez à toutes vos applications de podcast favorites, eh bien il n'y sera plus. Je crois que sur YouTube, il subsistera des petites vidéos de 20 minutes pour faire un peu la pub, tu vois, pour rameuter les gens sur Spotify. Et voilà, donc Spotify est en train de se tailler la part du lion sur les podcasts. Déjà, ils avaient la part du lion sur tout ce qui était streaming de musique. Ouais. Et maintenant, ils s'attaquent au podcast. Ils vont même faire un service spécial pour Joe Rogan avec de la vidéo en même temps, parce que lui, il filme. Donc sur YouTube, c'était le biais. Il y avait des millions de gens qui regardaient ses vidéos sur YouTube. C'est tout simplement lui et son invité assis d'un bout à l'autre d'une table et qui discutent. Mais apparemment sur Spotify, on va voir ça aussi en vidéo. Donc voilà. Alors moi, ça m'embête un peu. Je vais pas rentrer dans le sujet de la polémique, mais c'est-à-dire que Spotify, c'est streaming. C'est-à-dire qu'il faut avoir soit un forfait illimité sur son smartphone, soit la Wi-Fi dans les parages. Et comme moi, je n'ai pas de forfait illimité, je crois que j'ai 10 gigas par mois, tu vois. Et 10 gigas, quand tu écoutes de l'audio pendant 3-4 heures, ça file très très vite. Donc je ne pourrais plus écouter Joe Rogan sur la route, par exemple. Je pourrais l'écouter que chez moi ou dans un endroit dans lequel il y a la Wi-Fi. Ça m'embête un petit peu, mais c'est plus trop pratique pour moi. Mais c'est surtout ce que ça amène, c'est-à-dire que les grosses marques commencent à prendre leur part du gâteau et puis à casser un petit peu la beauté du podcast qui était que c'était gratuit et disponible partout à tout le monde. Je trouve ça un peu dommage.
Et bon, Spotify nous a évidemment contacté, nous a fait un pont d'or. Oui. J'ai refusé parce que je tiens à ce que ça soit le San Pellegrino qui est l'exclusivité de notre podcast. Tout à fait. Donc maintenant, nous ne serons, maintenant on peut le dire, à partir de janvier 2021, nous ne serons disponibles que sur l'application Sampé. Voilà, sur Radio San Pellegrino, si vous êtes évidemment local. Oui, parce que nous soutenons la politique de son excellence. Tout à fait. Donc Spotify a essayé de nous acheter aussi. On a dit non. On fait déjà partie de la radio nationale du Sampé. Voilà. Voilà. Eh bien, trêve de bêtises. Est-ce qu'on passerait à mon coup de cœur? Tiens. Oui, mais quel est-il? Alors, mon coup de cœur, eh bien, c'est un coup de cœur anglophone cette semaine pour moi. Alors, c'est pas très grave, puisque un mot sur deux est un mot anglais maintenant en France, donc ça ne devrait pas gêner grand monde. Alors, mon podcast de l'année, pas de l'année, mais de la semaine, c'est le podcast de Conan O'Brien, qui est un type très connu aux États-Unis, qui est un humoriste qui fait du late night, ce qu'on appelle, c'est un exercice américain qui consiste à interviewer, à être, vous connaissez ça par cœur. C'est des émissions qui passent en général à 11h du soir aux États-Unis, 10-11h minuit. Ouais. Et il est assis derrière un bureau, ça c'est le grand poncif avec un micro factice qui ne sert à rien sur le bureau. Et derrière lui, il y a, ça fait une espèce de scène de ville la nuit. Et puis il interviewe alors des chanteurs, des acteurs, que sais-je encore. Lui, il fait ça depuis très longtemps. C'est celui, je crois, qui est le plus ancien sur ce type de segment aux États-Unis, parce que les autres tels que celui qui aime les voitures là, comment il s'appelle, que tu aimes bien, Jay Leno a pris sa retraite, David Letterman a pris sa retraite, donc lui c'est un petit peu l'ancien maintenant, parce qu'il y a les petits nouveaux, il y a Jimmy Fallon, il y a Jimmy Kimmel, il y a Colbert qui vient de reprendre le Late Night, le Tonight Show. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de Conan O'Brien, qui est un type qui a un grain de folie. Si vous voyez pas qui c'est un type qui fait 1m90, il est très mince, très sec, il est roux, et il a une espèce de pompadour rousse qui vole au vent. Tu vois qui c'est, Stéphane? Oh, bien sûr, bien sûr. Il y a une vidéo de lui d'ailleurs assez intéressante pour les amateurs de bière en Irlande, évidemment chez Guinness, quoi. Il fait ça, il adore faire ça, aller dans le monde entier, et puis se mettre dans des situations où c'est rigolo, parce que j'écoutais son épisode aujourd'hui où il parlait de son maître à penser. Pour lui, la substantifique moelle, de son humour, c'est Peter Sellers dans La Panthère Rose. Ces espèces de types suffisants, qui est ridicule mais qui ne s'en aperçoit pas, et ça c'est son type d'humour. Il adore faire ça. Il rentre dans des délires comme ça où il fait semblant d'être ce type complètement comment dirais-je, élitiste, complètement coupé des réalités et tout, et il va à fond. Enfin, c'est un type qui a un grain de folie que j'aime beaucoup, et son podcast s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend, et donc comme son nom l'indique, Conan a besoin d'un ami, donc il interviewe des célébrités dans chaque épisode pour voir si il pourrait être son ami. Alors c'est évidemment très drôle, mais c'est aussi très intéressant. Je trouve qu'il a un énorme talent d'intervieweur. Ouais. Il arrive à ce que ses invités soient tellement à l'aise avec lui qu'il se livre et se débarrasse un petit peu de cette façade derrière laquelle il se cache d'habitude. Tu sais, les célébrités, il faut toujours qu'ils soient de bonne humeur, et puis tout le monde est cette espèce de façade. Et lui, avec son humour et puis avec son espèce de joie de vivre, et puis il désarme un petit peu ça, il dynamite, et puis les gens se détendent. Et d'ailleurs pendant le confinement, il a continué son émission mais de chez lui. Oui. Et les gens étaient interviewés par Skype, et ça donne des interviews vraiment très très drôles. Et puis tu vois les gens chez eux, ils sont dans leurs chaussons littéralement, et donc ils sont détendus, et les masques tombent, et puis ça devient des gens normaux et qui délirent avec Conan, et c'est vraiment super intéressant. Alors ça peut être très drôle, et puis ça peut être très intéressant. J'ai écouté récemment, il y a les 2 derniers jours, son épisode avec Mike Myers. Tu te rappelles de Mike Myers qui était dans Saturday Night Live et qui avait fait les films Austin Powers et tout ça. Et c'était vraiment très touchant, très rigolo en même temps. Et aussi Ricky Gervais. Alors Ricky Gervais a expliqué un petit peu son amitié avec David Bowie, et c'était très intéressant. C'était vraiment très truculent et très touchant en même temps. D'ailleurs, j'ai appris que Ricky Gervais, son père, alors comme son nom l'indique, c'était évident, mais je ne le savais pas, son père était québécois. Ah bon? Oui. Oui, parce que moi, quand j'entends Ricky Gervais, j'ai toujours envie d'en rajouter Danone. Oui. Eh bien, ici aux États-Unis, en Angleterre, c'est Gervais. Ricky Gervais. Gervais.
Oui, bon, c'est Gervais, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, et on voit un petit peu l'envers du décor de ces célébrités. Elles se détendent et puis et vraiment il y a des moments très très drôles. Ça s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend. Et évidemment, comme il ne s'appelle pas Joe Rogan, c'est encore gratuit. Voilà. Alors c'est amusant que tu parlais des gens qui faisaient les night shows. Parce que bon, moi je suis Jay Leno sur YouTube. Lui, Jay Leno, c'est bon, il faut aimer les voitures. Hein, c'était pas les voitures. Bon, il faut aimer les voitures et un mec qui est toujours habillé en jean aussi. Ça, ah oui, il a un uniforme. Lui, c'est un petit peu comme Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero. Il a toujours exactement les mêmes vêtements. Il doit avoir comme dans le film. Et tu ouvres son placard, il doit y avoir 25 chemises en jean et 25 paires de jeans. C'est le seul Américain où c'est complet jean. Depuis les années 80, c'est pantalon en jean, chemise en jean. Puis un jour, il a fait une émission où il était habillé différemment. Alors les gens ont dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas le vrai, là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est chaque fois des voitures, il chronique parfois. Il est arrivé de chroniquer des DS, voitures françaises. Il a des Panhard, voitures françaises également. Mais là, la dernière en ligne, c'était une Cadillac. Non, c'était pas une Cadillac. C'était un modèle de 1957. C'était pas une Cadillac. Mais enfin, bon, voilà. Puis ça peut être aussi des voitures électriques, des hot rods, des séries limitées. Enfin, c'est pour les passionnés de bagnole, parce que bon, si t'aimes pas la voiture, bon. On en avait parlé, mais c'est quand même un jusqu'au-boutiste dans sa passion, parce que il est pas complètement omnubilé par les voitures américaines. Il est fan de tout ce qui est voitures françaises, italiennes, japonaises également, japonaises. Ouais, il a même, oui. C'est un vrai fondu, quoi. Voilà, voiture italienne également, bien sûr. Oui, et ce qui est amusant, c'est que bon, il fait toujours un ou deux traits d'humour parce que c'est sa personnalité, mais il est pas là pour faire le show. Mm-hmm. Il est là pour parler des voitures, pour parler, voilà. Voilà. Et donc, tu nous rappelles le nom de sa chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse? Ouais. C'est Jay Leno's Garage, voilà. Tout simplement. On en avait déjà parlé dans une émission. Hein. Je le crois, ouais. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on pourrait passer à la séquence musique? Oui, quand même. Alors, séquence musique, c'est un ami de l'émission. C'est en avant-première quand même, le nouveau morceau de Jesse Dayton qui va sortir un nouvel album le 24 juillet. Alors c'est rigolo parce que c'est un album qui s'appelle Gulf Coast Sessions. C'est un album il a quasiment enregistré tous les instruments, basse, batterie, guitare. Alors je crois qu'il y a une copine à lui qui est venue jouer une partie de violon, il y a un copain à lui qui est venu faire une partie d'accordéon. Alors vous commencez à comprendre, violon, accordéon, Gulf Coast, c'est vraiment un album complètement d'inspiration louisianaise. C'est-à-dire qu'on a parlé de Jesse 1000 fois, il vient de Beaumont au Texas, qui est juste à côté de la frontière louisianaise, qui est à l'est du Texas. Et donc il a grandi, sa mère, le nom de famille de sa mère, c'était Léger, donc il a des racines cajun, donc il a baigné là-dedans quand il était petit. Et cet album, c'est vraiment un album concept sur, on est dans une soirée en Louisiane, au fin fond de la Louisiane, et quel type de musique on entend. Eh bien, c'est un petit peu cette musique-là, c'est un mélange de zydeco, de rock, de musique cajun, etc. C'est un album qu'il a enregistré, comme je l'ai dit, tout seul quasiment, avec un copain à lui. Et c'est rigolo parce que je me souviens, cet album, il est pas tout neuf. Je me souviens le premier soir où je l'ai rencontré, on s'était donné rendez-vous au Broken Spoke à Austin. Il jouait là, on s'est rencontrés et tout, on a discuté, puis il a joué le concert, et puis après le concert, il me dit tiens, en fait il a fait un break en plein milieu du concert, et il me dit viens voir. Et il m'a amené à sa voiture, et il a ouvert la portière, et il a mis un CD, et il dit tiens, je veux ton avis, j'aimerais que t'écoutes ça, toi qui habites en Louisiane, je veux que t'écoutes ça. Et il m'a mis cet album, et on a écouté quasiment, pas tout l'album parce que le temps du break c'était pas assez long, mais il m'a joué peut-être une minute de chaque, et il me dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Il était très content de pouvoir faire écouter ça à quelqu'un qui habite en Louisiane. Et j'ai trouvé ça très vraiment adorable, quoi. Et c'est un album qui venait juste d'enregistrer, qu'il avait pas encore sorti, et puis j'imagine qu'avec ce qui se passe en ce moment, il a dû annuler tout un tas je crois qu'il a annulé 5 tournées. Il a dit hier, c'était son anniversaire hier. Il a fait un live sur Facebook où il a joué de la musique pendant à peu près pendant plus d'une heure même. Il a joué des chansons qu'il n'avait jamais joué live, des chansons du tout début de sa carrière discographique et tout. C'était vraiment très intéressant, très chouette. Si on aime Jesse, vous pouvez peut-être, j'imagine, trouver ça sur sa page Facebook. Vous pouvez le réécouter, re-regarder en différé. Et
C'est un album qu'il a, qui était sur l'armoire il y a peut-être 5 ans. Et là, j'imagine que avec le fait de devoir annuler des tournées, il s'est dit bon qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour un petit peu renflouer les caisses. Eh bien, tiens, je vais pouvoir sortir cet album et il sort le 24 juillet. Il s'appellera Gulf Coast Sessions. Et Stéphane, je te propose d'écouter le premier extrait qu'il a envoyé à tous les gens qui souscrivent à sa chaîne d'email. Donc, il envoie de temps en temps des petites vidéos et puis des exclusivités sur ses news, sur son actualité. Et donc, il a envoyé un petit peu à tous ses abonnés, à tous ses fans, ce morceau. Je vous propose de le découvrir dans l'émission pour la première fois. Ça s'appelle Karenko Girl et on en parlera après. Qu'est-ce que tu en dis, Stéphane? Absolument. Karenko Girl, Jesse Dayton. I met my Karenko girl at the Lafayette dance. She was hanging with a creep, trying to get in her pants. So I gave her a look, and I was staring so hard. I stole that Karenko girl straight out of his arms. Well, then we jumped in my car. Seemed like we drove all night, just a laughing and a joking, man, I'm feeling alright. We ended up by the bayou, by the rising sun. I knew my Karenko girl, she was my only one. I took her out the next night to the Lafayette dance. We ran into that creep who tried to get in her pants. Don't blame you for trying, I said it straight to his face. Well, then the fists started flying, we started tearing up the place. Then my Karenko girl, she got a look in her eye, pulled out a daddy's 38. The bullets started to fly. She was a shooting up the roof, so we all did what she said. I knew that Karenko girl, she was a crazy in the head. I knew my Karenko girl, she was a crazy in the head. Voilà, c'était Jesse Dayton avec Karenko Girl. Où est-ce que c'est Karenko, Stéphane? Tu connais bien. Karenko, c'est à côté de Lafayette, comme le dit le morceau. Donc j'étais... Ouais, ça fait étrange quoi, d'entendre quelqu'un qui parle d'un décor que tu connais. Oui. J'aimerais revenir sur cette bière parce que elle est évolutive. Là, vous voyez, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a ouverte. Et je sais pas si tu sens qu'elle a un goût de café, mais café espresso, quoi. Ah oui. C'est-à-dire peut-être que le côté fruits rouges, réglisse, tout ça a un petit peu disparu maintenant, mais j'ai l'impression de boire un café. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu te sens prêt à en commander une deuxième, tu vois. Ah oui, non, c'est comme tu dis, c'est évolutif, c'est très très bon. Oh là là. Tu en parlais de Karenko, c'est le bled, enfin c'est les alentours de notre pote aussi, Rod Melanson. Uh-huh. Il est de là-bas pour de vrai. Ouais. Karenko, Kaplan, tout ça. Et donc voilà, son nouvel album Jesse Dayton qui sort je répète, le 24 juillet, est complètement influencé par la Louisiane. Et vous mettez vous mettez ce disque et vous avez l'impression d'être dans une soirée chez des Cajuns au fin fond du bayou, quoi. C'est vraiment ça. Il a chopé le truc parce qu'il est né là-dedans, évidemment. Ouais. Et je trouve que cet album est vraiment, quand il me l'a fait écouter, c'était peut-être il y a 5 ans, 6 ans. Et jusqu'à maintenant, il n'était pas encore sorti, et c'était quelque chose que je trouvais un peu frustrant parce que je l'avais entendu une fois, et puis c'est tout. J'avais trouvé ça super. C'est vraiment, en plus, habitant ici, c'est quelque chose que vraiment j'avais envie de faire, c'est-à-dire de me balader en voiture par ici en écoutant ce morceau. Alors, oui, ce morceau, puis surtout l'album entier. Ouais. Et j'étais frustré parce qu'il avait pas encore sorti. Et là, ça va être chose faite. Je l'ai précommandé. On peut aller sur son site jessedayton.com et précommander le CD. Alors, il y a, tu précommandes le CD, tu peux avoir le vinyle. Alors, il y a un vinyle rose. Il y a aussi un package où tu as un t-shirt et puis le CD. Enfin, il y a tout un tas de trucs.
sont très sympas. Donc voilà, c'est le copain de Jesse, lui faire un petit peu la promotion de son nouvel album qui j'ai déjà écouté et qui me plaît beaucoup. Voilà, c'était pour présenter ça à vous, chers auditeurs auditrices, et j'espère que ça vous plaira. Normalement, si vous écoutez l'émission, si vous êtes fan de l'émission, ça va vous plaire, vous serez comme à la maison, quoi. C'est la Louisiane. Alors, est-ce qu'on passerait, Stéphane, à l'épisode de Sampé? Parce que là, on a parlé de la Louisiane, on a parlé du Québec. Mais bon, il serait bien de revenir au Sampé quand même. Bien sûr, je ne sais pas si Jesse Dayton est connu au Sampé, mais nous le sommes. Absolument. On est peut-être plus connu que lui au Sampé d'ailleurs. Sans doute. San Pellegrino. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors que le couple de Jean-Bernard battait de l'aile, il a accepté le choix de sa compagne Marie-Cécile, devenir la star du X du San Pellegrino. En cette période de confinement, Jean-Bernard peut assister au tournage via Skype. Oh bien Silouane! Bonjour Silouane! J'adore Silouane. Silouane, c'est un grand professionnel croate. Il est absolument merveilleux. Silouane, how are you my friend? Very good. Ah, il y a Youssef également! Je savais pas que Youssef était de la partie! Ah, Youssef, le sens de l'humour de Youssef! Ah, j'adore, là vraiment, je suis rassuré. Je suis un petit peu inquiet concernant le troisième larron, hein. Un certain Vladimir, je vois qu'il parle le russe et le polonais. Je vais quand même double-checker. Jak leci? Bardzo dobre. Oui, effectivement, son polonais est tout à fait correct. Voyons voir le russe. Jak ty via zabut? Vladimir. C'est plutôt rassurant, c'est vraiment plutôt rassurant. C'est la raison pour laquelle je tenais à vérifier, parce que c'est un show très important pour la carrière de Marie-Cécile. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Alors Stéphane, est-ce que après cet épisode de Sampé, est-ce qu'on peut passer à l'expression cajun, puisque c'est comme ça que nos épisodes se déroulent? Oui. Allons-y. Alors l'expression cajun cette semaine, je crois que tu la connais Stéphane, à mon avis tu dois la connaître. Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire, qu'est-ce que ça veut dire quoi faire? Est-ce que ça veut dire que faire? Non, ça veut dire pourquoi. Ah oui, bien sûr. Oui, Par exemple, ouais. Quoi faire tu veux savoir? Pourquoi? Ouais. Pourquoi tu veux savoir ça? Quoi faire tu veux savoir? Dans la paroisse de Jefferson, on dit ça. Paroisse de Jefferson, d'ailleurs, dont Grandil fait partie. On parle souvent de Grandil. C'est vrai. En parlant de Grandil, Parrish vient de sortir une Berliner Weiss intitulée Greetings from Grandil, Grand Isle. Ah. Oui. D'ailleurs, bon, j'ai même pas essayé de préacheter la Double Dry Hop Ghost parce que bon, déjà je suis nul en ça, j'ai jamais fait de préachat en ligne. Et que en général au bout de 8 secondes et demie c'est déjà préacheté. Il y a des gens qui sont comment dirais-je les Michael Jordan du préachat. Moi je suis nul, j'ai jamais fait, donc je vais même pas essayer, c'est même pas la peine. On pourrait même parlant de la Grande Île, on pourrait leur conseiller presque une bière qui pourrait appeler la Jean Lafitte, avec des petites touches de rhum, des choses comme ça, tu vois. Je donne des idées aux brasseurs locaux, là, tu vois. Ah oui, bah si vous nous écoutez, brasseurs locaux, oui, c'est une bonne idée, ça. La Jean Lafitte, la bière du pirate, tu vois. Je crois qu'il y a déjà une image, là, tu vois. Ah, tu verrais quel style de bière, là? Je verrais peut-être une lager de type un petit peu tropical, là, tu vois. Ah ouais. Avec des petites touches, là, tu vois,
comment dirais-je, de citron vert, mais peut-être même une petite touche de rhum ou je sais pas trop quoi. En fait, tu vois, quelque chose qui soit un petit peu... Faudra en parler à Carlos de ça. Ouais, parce que ça, c'est... Voilà, je vous donne des idées, là, ami brasseur. Il faut en parler à Carlos. J'en parlerai à Carlos. Carlos, un des maîtres brasseurs de chez Bayou Teche. D'ailleurs, il disait dans une interview l'autre jour, j'ai écouté un podcast. Allez, deuxième recommandation. Cooking with Roux. Roux, évidemment, R-O-U-X. Cooking with Roux, qui est un podcast louisianais. Et il est allé interviewer, le gars est allé interviewer Carlos à la brasserie. D'ailleurs, ça m'a un petit peu fait un pincement au cœur parce que j'ai écouté ça pendant le confinement et ça m'a rappelé à quel point j'aime cette brasserie et j'aime toute l'équipe et cet endroit et cette atmosphère. Et étant donné qu'on pouvait à ce moment-là plus y aller, c'était assez frustrant. Mais il disait que leur bière, alors Cinco de Bayou dont j'ai parlé la semaine dernière, un concept que je ne comprends pas très bien, c'était l'air de refaire de la bière bon marché industrielle mexicaine, mais dans une brasserie pour craft. Bon, ça je trouve pas ça très intéressant comme concept, mais bon, pourquoi pas pour les gens qui aiment ça. Mais il disait que le nom Cinco de Mayo au lieu de Cinco de Mayo, donc le 5 mai qui est une fête mexicaine, d'ailleurs c'est une défaite contre les Français qui est qui n'est juste célébrée que dans une petite région du Mexique, mais aux États-Unis tout le monde croit que c'est la fête nationale mexicaine. Et alors c'est le soir, le Cinco de Mayo, le 5 mai, on boit des margaritas, on boit des Corona et des Dos Equis, etc. Et puis on mange des tacos et tout. Bon, donc Cinco de Mayo, c'était un consommateur qui lui avait donné l'idée un soir. Il était dans la brasserie, le gars, et puis il dit tiens, au lieu de Cinco de Mayo, Cinco de Mayo. Et Carlos qui dit ça m'intéresse ça. Et donc c'est ça qui lui a donné l'idée de faire cette bière, voilà. Mais tu peux lui donner l'idée, tu vois, avec évidemment, à part si le nom Jean Lafitte est pris, et tu vois ce que je veux dire, et trademark, tu vois, à part s'il y a des choses comme ça, mais bon, à mon avis, il y a moyen de jouer sur l'orthographe. Sinon, pirate, la Pirate Lager, un truc comme ça. Un truc comme ça, tu sais, je verrais bien ce que je te disais, une bière épicée, tu vois, vraiment caribéenne, tu vois. Et pourquoi pas une lager non filtrée? Non, je vois vraiment un truc jamaïcano. C'est des lagers en général. Red Stripe et tout ça, c'est des lagers. Voilà, Red Stripe, voilà. Oui, mais moi, je rajoute quelque chose dessus, non filtré, un peu trouble. Ouais. Qui soit pas trop translucide. Faut voir un petit peu la cible, quoi. Tu peux lui glisser l'idée. Voilà. Très bien, je crois que Stéphane, là on a fait de la pub pour tout un tas de gens. Est-ce que ce serait pas le moment de faire la pub pour notre propre paroisse? C'est le cas de le dire. Oui, il serait temps, parce qu'on va finir par créer un bureau d'études si ça continue. Parce qu'on fait la pub à Duvel, on fait la pub à Spotify, on fait la pub pour tout le monde. Bayou Teche, mais on fait pas la pub pour notre propre, notre petit frichti, quoi. Il faut payer la podcast monnaie. Hein. Absolument. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, portrait d'une enseignante en Louisiane, dans la paroisse Lamouche, Marie-Cécile, qui est là depuis 45 ans. Elle enseigne à une classe de 2e grade, ce qui correspond à notre CE1 en France. Bon alors les enfants, on répète après moi, d'accord les enfants? Michael est de retour. Non, c'est trop grave, c'est trop bas pour la maîtresse. Je vais mettre un capot, je mets un capot sur la première case. Ah oui, c'est un capot, ça les fait toujours rire, ces mots-là. Oui, les enfants, c'est quoi ça? Oui, c'est bon, ça suffit, Denis, tu arrêtes! Tu enlèves les autres de ton nez, c'est vraiment dégoûtant. Michael est de retour, alléluia. Michael est de retour, alléluia. Mais qui est donc ce mystérieux Michael? Nous avons osé poser la question à Marie-Cécile. C'est un ami portoricain qui vit au Costa Rica. Michael est de retour, alléluia. Michael est de retour, alléluia. Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de Marie-Cécile sur podcut.studio. Et vous pouvez également aider à financer ces projets sur patreon.com/podcut.
Voilà, eh bien Stéphane, on arrive à la fin de l'émission malheureusement. Tu sais que toutes les semaines on aime bien passer le bonjour à des auditeurs du monde entier. Eh bien cette semaine j'aimerais bien passer le bonjour à nos auditeurs du Panama. Oh! Et oui, ça fait partie de nos auditeurs sur la géolocalisation de nos statistiques de podcast. Je vois qu'on a des gens du Panama. Alors, on vous passe le bonjour. On aimerait bien que vous nous fassiez un coucou, que vous nous disiez comment vous nous avez découvert, qu'est-ce que vous buvez comme bière là-bas, quelle est la scène brassicole. Vous pourrez faire ça, pourrez nous contacter par Twitter, Facebook, Instagram ou bien par l'email binoususa en un seul mot @gmail.com. Et ça nous ferait très plaisir. Et puis, même si vous habitez pas Panama, même si vous habitez Paname, tout simplement, eh bien, ça nous ferait plaisir aussi. Vraiment, ça nous fait très plaisir d'avoir des interactions, journalières, quotidiennes avec vous et de découvrir un petit peu ce que vous buvez, vos expériences, et puis d'avoir des news vraiment de première main sur ce qui se passe en ce moment en France, par exemple. Cette New England IPA de Gallia, la East IPA qui est en rupture de stock, parce que les gens commencent à découvrir ce style et puis en raffolent, ce qui est normal. Et donc tout ça, ça nous fait plaisir parce que on voit ça en temps réel et ça nous fait très plaisir. Continuez à nous écouter et puis à nous envoyer des petits messages. On aime beaucoup ça et je les répercute à Stéphane qui n'est pas sur les réseaux, qui n'écoute pas de podcast et qui n'a pas de réseau. C'est le seul réseau, c'est le réseau ferré SNCF. Voilà, eh bien, c'est toutes les correspondances. Je les apprends, je les révise. Voilà, eh bien, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Coucou au Panama et merci à toutes et à tous de nous écouter toutes les semaines. Stéphane, est-ce que tu avais autre chose à dire? Oui, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils boivent au Panama. Bon, on imagine d'ici des lagers, des choses comme ça, quoi. Mais peut-être qu'on a tort. Ah oui, peut-être qu'on serait surpris. Voilà, j'aime bien quand j'ai tort. Eh bien, si vous voulez nous contredire et nous étonner et nous faire plaisir, eh bien, envoyez-nous un message par les biais que je viens de mentionner. Eh bien, Stéphane, il reste une chose à dire, je pense. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full.